En 1907, il y a eu une crise euh, boursière dramatique, un crash épouvantable qui a fait que les Américains ont pris en détestation Wall Street, donc toute la finance qui les avait ruinés, qui les avait grugés. Et les Américains ne voulaient pas entendre parler d'une banque centrale, surtout pas dominée par Wall Street. Euh, Vraiment, quand on parle de complot, c'est objectivement une manœuvre secrète contre l'intérêt général en faveur de certains intérêts particuliers qui s'entendent entre eux en cachette, en douce, pour obtenir un avantage, un privilège. C'est la définition du complot. Et je trouve que l'ère du temps aujourd'hui, qui consiste, dès qu'on entend complot, dès qu'un citoyen ou un groupe de citoyens dénonce un agissement occulte, un complot, euh, une série de chiens de garde se lèvent pour dénoncer les théoriciens du complot, comme si toute dénonciation de tout complot était une paranoïa, une maladie, une espèce de faiblesse de l'esprit euh, qu'il faudrait déconsidérer. Mais ces gens-là croient-ils vraiment qu'il n'y a aucun complot nulle part? On est prié de croire que il n'y a plus de complot, les complots n'existent plus, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est bisounours, les riches n'ont pas de projet, les riches n'ont pas d'intelligence, les riches n'ont pas des intérêts à défendre, les riches font tout dans la transparence en montrant tout à tout le monde. Non, les complots, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y en a plein qui ratent, quelques-uns qui réussissent, et c'est l'honneur des journalistes, des vrais journalistes, c'est-à-dire ce que les révolutionnaires appelaient les sentinelles du peuple, que de traquer ces intrigues, de les chercher, de les dénoncer, de les mettre au grand jour. Et c'est une honte. Je trouve que ceux qui dénoncent les théoriciens du complot sont soit des abrutis, des gens qui vraiment comprennent rien à rien, ou bien ils sont complices, c'est-à-dire ils savent très bien qu'ils protègent les complotistes. Et donc là, c'est vraiment des affreux. Mais faut-il être bête pour, de façon presque pavlovienne, comme par une espèce de réflexe conditionné, dès qu'on parle de complot, ils font les malins en disant ah, tu es encore la théoricien du complot. Ah ouais, t'es malin. Quelle sagacité, quelle perspicacité. Tu as su déjouer en moi le théoricien du complot. Enfin, c'est ridicule, quoi. Là, on a deux auteurs, donc Mullins et Sutton, qui ont passé une grande partie de leur vie, 40 ou 50 ans, à reconstituer patiemment le puzzle d'intrigues cachées. Euh, je ne suis pas sûr du tout que tout soit vrai, vérifié. Ils se sont peut-être trompés sur certains points, ils ont peut-être cru sur certains points. Bon, recoupons, cherchons, mais tout repousser en disant c'est de la théorie du complot, c'est de la bêtise ou de la félonie, de la complicité de complot. Ce que j'observe, si vous voulez, je recoupe ce qui se passe sur la réserve fédérale, c'est qu'à l'époque de la création de la réserve fédérale, en 1913, il n'y avait pas de dette. L'État américain n'était pas endetté. Et que du jour où l'État américain a consenti à chaque fois qu'il avait besoin de l'argent, à l'emprunter auprès de banquiers privés, depuis ce jour-là, la dette américaine ne fait que grandir. Et les congressmen, les députés américains, sachant le danger qu'il y a à créer autant d'argent, ont toujours essayé de limiter le truc avec un plafond de la dette, avec une limite. Et depuis cette époque, ils n'arrêtent pas de changer, d'augmenter la limite. Là, en ce moment, la limite, elle est à 14 200 et quelques milliards de dette. 14 000 milliards. C'est énorme comme plafond. Et ça y est, on est en train d'arriver. Hier, on était à 100 milliards en dessous de la limite. Donc, et ça monte tous les jours, je vous dis. La réserve fédérale en crée un et demi par jour. Donc 100, vous y êtes en 2 mois, quoi. Hein, vous êtes très très vite. Euh, euh, donc ils vont à nouveau augmenter le plafond. Donc on va passer de 14 à 15, 16, je sais pas combien. 15 000 milliards, je répète, 15 000 milliards de dettes des Américains envers les banquiers de la Banque centrale américaine. 15 000 milliards de dettes, c'est absolument pas remboursable.
pour l'instant, ce que font les Américains, c'est qu'ils ne font que rembourser l'intérêt de cette dette. Il se trouve que l'intérêt de cette dette, le volume de l'intérêt de cette dette correspond très exactement, ou vraiment pratiquement les ordres de grandeur sont les mêmes, à l'impôt sur le revenu. Et que l'impôt sur le revenu a été créé cette même année. Alors, je sais, c'est impossible de savoir si ça a été fait pour ça, mais tout se passe comme si ça avait été fait pour ça. On dirait que les mêmes qui ont décidé de mettre l'État en coupe réglée, c'est-à-dire que quand l'État a besoin d'argent, il faut qu'il vienne me l'emprunter et qui me devra sur cet argent un intérêt. Et l'État donc va avoir besoin de ressources pour me payer cet intérêt. Donc on va organiser la même année, enfin on va organiser en même temps, il se trouve que c'est la même année, mais ça aurait pu être des années plus tard ou plus tôt, on s'en fiche, mais il faut arriver à organiser une ressource pour l'État pour qu'il puisse me payer cet intérêt à moi banquier. Et l'impôt sur le revenu, au début petit, parce que les gens ne voulaient pas l'impôt sur le revenu, c'était inconstitutionnel l'impôt sur le revenu, c'était inconstitutionnel. Et ils l'ont fait quand même. Et au début, il a dû être petit, puis progressivement, il est devenu de plus en plus important, de plus en plus important. En fait, il sert à financer. Si vous voulez, vous apercevez qu'au début, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de déficit public, et puis progressivement, ça s'est passé la même chose en France depuis 1973. Hein. À partir du moment où l'État, en 1973, a renoncé à créer la monnaie, à partir du moment où il a accordé, il s'est obligé lui-même, donc il nous a obligés à s'endetter auprès des marchés financiers, c'est-à-dire auprès de ceux qui ont de l'argent, pour se financer en monnaie, pour financer les dépenses publiques, les investissements publics. À partir de ce moment-là, la dette publique qui n'existait pas, il n'y avait pas de dette publique, quasiment rien. Cette dette s'est mise à augmenter. Il n'y avait pas de déficit public. Le déficit public a commencé, et c'est pratiquement le même. C'est-à-dire que le montant de nos déficits, c'est le service de la dette. Et jusqu'à aujourd'hui, arriver à un stade où on était encore, il y a un an ou deux, on était à 50 milliards de services de la dette, 45-50 milliards, et c'était grosso modo le montant de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, ça faisait à peu près cette somme-là. Donc 100% de l'impôt sur le revenu sert, en France comme aux États-Unis, à financer l'intérêt d'une dette non nécessaire. Il faut comprendre que ce n'est pas du tout nécessaire. Si l'État avait gardé la création monétaire, il n'y aurait pas cette fichue dette. Alors, peut-être que je me trompe, mais qu'on m'explique, qu'on en parle. Là, je crois qu'il y a vraiment la matière à un débat public. Peut-être que je me trompe, évidemment, hein, et je demande que ça. Hein, mais bon, là, j'ai beaucoup lu sur la question de la création monétaire. Tous ces livres-là, ça concerne la création monétaire. Tout ça, c'est la création monétaire. Donc, ça en fait une centaine de bouquins, quoi. Hein, donc, je pense que sur la création monétaire, on a compris comment ça marche. Nulle part dans ces bouquins, on ne trouve la justification de cet abandon de la création monétaire aux banques privées. On voit comment ça marche, mais nulle part on trouve la justification. Et quand on voit des gens qui réfléchissent à cette justification, on s'aperçoit que c'est pour la critiquer. Quelqu'un comme Maurice Allais, dans ce bouquin et dans d'autres, hein, déjà dans l'économie à intérêt, il y a en 1945, après la guerre, déjà il contestait fortement le pouvoir des banques privées de créer la monnaie, en disant ça nous coûte les yeux de la tête, quoi. Ça nous coûte les yeux de la tête. Et Maurice Allais, c'est pas cet autre bouquin sur la dynamique monétaire, c'est quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie sur la monnaie. C'est un grand penseur de la monnaie. Alors, pas le seul, il y a des thèses opposées sur la monnaie, je ne dis pas que c'est la seule façon de concevoir la monnaie, mais enfin, on ne peut pas dire que c'est un débutant sur la monnaie, ou quelqu'un qui est incompétent, c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet, et qui, dès 1945, conchiait, c'est un mot de Rabelais, détestait, vilipendait le pouvoir de création monétaire des banques privées. Et dans un très bon petit bouquin qu'on ne trouve plus aujourd'hui, on le trouve sur le net, il m'a demandé de le mettre sur mon site, donc je l'ai fait. C'est un document qui circule maintenant, la crise mondiale d'aujourd'hui. Il décrit très très bien, en peu de mots, peu de phrases, le problème, ce que nous coûte l'abandon de la création monétaire aux banques privées. Alors lui, il ne voyait pas... J'ai pas vu dans la pensée de Maurice la remise en question de l'obligation pour l'État d'emprunter, donc la loi 73, il n'en parle pas, je ne crois pas. Le fait que le système soit complètement verrouillé, parce qu'à l'époque où il en parlait, là, il y avait encore un partage, c'est-à-dire que les banques privées pouvaient créer la monnaie, mais l'État pouvait quand même emprunter auprès de la Banque centrale. Et
la fin du verrouillage par les banques privées du système, par lesquelles elles se sont rendues, les banques privées, détentrices du monopole de la création monétaire. Ça, Maurice en parle pas. Je crois pas. Mais c'est implicite. C'est-à-dire que comme il prétend que les banques privées ne devraient pas créer la monnaie du tout, implicitement, évidemment, le fait d'abandonner complètement la création aux banques privées, d'interdire carrément aux États d'emprunter auprès de la Banque centrale, donc à taux zéro, ou à charge zéro d'intérêt, c'est implicite. Et donc, il me semble que, et ça se passe sur Internet, ce serait bien que ça arrive à dépasser Internet, mais il me semble qu'il y a un vrai débat public, citoyen, puisque les élus ne veulent pas en parler. Enfin, il n'y a vraiment que les petits partis qui en parlent, mais dans les grands partis, UMP, PS, Modem, Écologie, là, ces gens-là, on dirait que soit ils sont incompétents, donc ils ne connaissent pas le sujet, soit ils sont complices. Mais ils n'en parlent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils potent en touche, ils n'ont pas compris comment ça marche, ou bien ils sont payés pour s'occuper de tout sauf ça, quoi. Et c'est sûr que s'ils sont élus grâce à des financements par des banques, ils vont pas mordre la main qui les nourrit, quoi. Hein. C'est-à-dire que il y a tellement de choses à traiter dans la vie publique que c'est facile de faire semblant de faire des trucs sans s'occuper de l'essentiel. Parce que si on ne s'occupe pas de la création monétaire, on fait que gesticuler. Les secrets de la Réserve fédérale, c'est un plus gros livre, mais qui se lit lui aussi comme un roman policier. C'est bien écrit, c'est fluide, c'est crédible, c'est très documenté. Il y a des sources qui sont très utiles, qui vont nous être utiles pour résister. Et il va plus loin que simplement le complot de la création de la création de la Réserve fédérale et de l'impôt sur le revenu. Il va plus loin, puisqu'il étudie ce qu'ont rendu possible ces magouilles, le rôle des banques dans les guerres, le rôle des banques dans le financement d'Hitler, le rôle des banques dans toutes les guerres. C'est très 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 intéressant. C'est une bombe, ce bouquin. Hein. C'est un livre important, un livre qu'on devrait lire, un livre que au moins tous les profs d'économie. Moi, j'ai enseigné l'économie pendant 10 ans. Putain, je savais pas ça, je m'en veux, quoi. Hein. Je veux dire, j'avais rien compris au truc, quoi. J'étais prof. Et je crois qu'il y a plein de profs comme ça qui ils savent que ça existe confusément, mais ils n'en parlent pas, quoi. Hein. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Je veux dire, il y a un défaut de formation, d'information de la part des experts. Alors, je pense aux profs d'économie en général. Je ne parle pas des économistes qu'on entend à la radio, à la télé. Eux, je me fais pas d'illusions. Je pense que les économistes qu'on entend sur les radios ont une pensée prostituée. Je pense que c'est le bon mot. Je ne sais plus qui l'utilisait. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est une expression qui convient bien. Je pense que depuis le 19e siècle, les économistes, et déjà Marx critiquait l'économie politique parce qu'il voyait bien que l'économie politique, c'était la justification théorique d'une oppression. C'était un système doctrinal qui servait à justifier scientifiquement une oppression, la domination d'un groupe d'humains par d'autres. Ça continue à être ça. C'est-à-dire que les économistes, si vous regardez, pour comprendre pourquoi cet économiste que vous entendez à la radio parle, cherchez à savoir pour qui il travaille. Et vous allez voir que c'est pour une revue, pour un journal économique qui appartient à une banque ou qui travaille directement dans une banque. Vous allez voir que cet économiste qui parle tous les matins, tous les soirs, il travaille directement pour une banque. Vous allez voir. Et ça permet mieux de comprendre que c'est vraiment une pensée prostituée. Ces gens-là servent à justifier avec un vernis scientifique qui est totalement fantaisiste. Hein, fantaisiste. Ces gens-là prétendent que le marché alloue idéalement les ressources. C'est répartit les ressources idéalement. C'est une blague, on voit. Ça n'a jamais marché. Les faits montrent tout le contraire, le radical contraire tout le temps. La théorie standard économique, la théorie standard, c'est le nom qu'on donne à la presque totalité des économistes.
est en faillite absolue, faillite absolue. Elle ne tient pas ses promesses, elle se trompe sur tout, en croyant tout quantifier mathématiquement, en jouant à la science, en s'appelant science économique. Elle est une tartufferie euh, révoltante parce qu'elle justifie les inégalités, elle permet que l'oppression continue à durer. Non, les économistes sont, en tout cas les économistes, les éditorialistes, sont une pensée prostituée. Alors bien sûr, il y a des économistes résistants, et je ne pense pas à eux. Je sais bien qu'il y a des économistes formidables qui résistent contre la domination, mais ils sont peu nombreux, quoi. Ils sont peu nombreux. La plupart, ceux que vous entendez à la radio, sont presque tous au service du pouvoir. Donc il faut qu'on arrive à se former nous-mêmes pour s'émanciper, quoi, sans éviter d'être manipulé.